Alors, le troisième intervenant de cette, voilà, c'est ça. Troisième intervenant de cette matinée, professeur Ahmed Bellalem, directeur du laboratoire recherche et en système d'information, système intelligent et modélisation mathématique, I2M, de l'INSEA, mais qui est aussi laboratoire associé au Rabat IT Center. Il va nous parler de l'Artificial Intelligence and Ethics, the Constraint Programming Vision. Donc, merci à vous la parole. Ben pour gagner le temps, en fait, je ne vais pas faire une autre présentation. Puis je ne vais pas aussi perdre du temps pour remercier en fait, les organisateurs. Je vais passer directement en fait, à ma présentation. Alors je suis déjà en fait, très honoré aujourd'hui de participer avec vous dans cet événement pour partager en fait, ma petite expérience en tant qu'enseignant-chercheur en intelligence artificielle et plus particulièrement en, fait, en programmation par contrainte et aussi en fait, intéressé par le devenir de l'intelligence artificielle sur le marché marocain. Voilà, et les perspectives futures. Alors, voilà donc à quoi consiste mon speech aujourd'hui. En fait, la présentation donc, va porter sur l'intelligence artificielle et sa relation avec en fait, le comportement éthique, la morale, les valeurs, comment on peut prendre en fait, cette problématique donc, en charge avec cette évolution qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vraiment apporter une vision en fait, globale ou une vision holistique sur ça, donc je vais juste faire une déclinaison, une projection selon mon point de vue, en fait, d'après en fait, la petite expérience que j'ai eue à faire sur la programmation par contrainte. Alors, en fait, la présentation va être déclinée comme suit. En fait, tout d'abord, donc vous allez me pardonner, donc je vais essayer de revenir un petit peu en arrière. Donc, je vais présenter un petit peu l'historique de l'intelligence artificielle donc pour un objectif de comprendre notre présent et puis de mieux anticiper notre futur. Puis par la suite, je vais parler en fait des différentes phases que l'IA va poursuivre éventuellement d'après les prédictions qu'on est en train d'écouter pour entrer en fait dans le vif de sujet qui est en relation avec en fait le comportement éthique, la valeur, tout ce qui est en fait moral et comment on peut le prendre en considération au niveau de la recherche en intelligence artificielle. Pour finir un petit peu par en fait, ce qu'on a pu en fait, apporter comme réflexion en tant qu'équipe qui travaille sur le sujet. D'accord, donc je vais essayer de vous présenter en fait une partie un peu en fait technique sans entrer trop dans le détail, comment on peut en fait répondre partiellement selon notre point de vue. Comment on peut répondre à cette problématique éthique. Alors, commençons par le commencement. Donc, je vais commencer par l'histoire, comme j'ai dit au départ. Au milieu des années 40, il n'y avait pas le mot intelligence artificielle, mais il y avait des personnes en fait, qui parlaient des systèmes intelligents, voilà, de la machine intelligente. Et la définition qui a été donnée en fait, pour cette machine, c'était donc proposée par Alan Turing, que vous connaissez déjà. Donc, la définition, c'était tout simplement une machine intelligente, c'est une machine qui est capable de communiquer comme un humain. C'est-à-dire, si on peut développer une machine qui est capable de communiquer comme un humain, et c'était limité en fait à la communication, donc on est arrivé en fait, à la machine intelligente. Mais en fait, en 1956, juste 2 ans après la mort de Alan Turing, en fait, le père fondateur de l'intelligence artificielle va lancer le premier mot, ce terme qu'on est en train d'utiliser, intelligence artificielle, dans une conférence en fait, qui a été programmée par le monsieur, qui est le père fondateur aussi en fait, de MIT. Donc voilà, donc il y avait le développement au niveau en fait, de tests de Turing que vous connaissez, et puis par la suite, c'était vraiment l'apogée de l'intelligence artificielle à l'époque. Alors pour résumer, en fait, dans l'histoire, l'intelligence artificielle jusqu'à maintenant est passée par 2 hivers et 3 printemps. Donc on est en train de vivre en fait le troisième printemps. Alors, le premier hiver en fait c'était dû à cette première définition qui va être qui va découler, ou cette thèse faible qui a été développée par la suite après le développement du premier chatbot qui s'appelle ELISA. En fait les chatbots c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, c'était développé en fait dans les années 60. Et en 64, donc ils ont développé une machine qui s'appelle ELISA. Et la thèse faible qui a été développée, la première thèse faible de l'intelligence artificielle à l'époque, c'était qu'il est possible de développer des machines intelligentes ou qui se comportent d'une manière intelligente, faisant allusion à des utilisateurs peut-être naïfs, que la machine
est en train de comprendre tout ce qu'on est en train de dire, alors qu'en réalité, la machine ne comprend que dalle. Donc c'était l'hiver de l'intelligence artificielle avec d'autres limites au niveau en fait, qui ont confronté les chercheurs à l'époque concernant en fait, les limites en termes de capacité de calcul, limites en termes de capacité de stockage et j'en passe. Par la suite, en fait, les chercheurs se sont en fait, concentrés sur ce qu'on appelle l'intelligence spécifique. C'est-à-dire ils ont commencé à développer, donc, dans les années 70, en fait, l'intelligence qu'on est toujours en train d'enseigner à nos ingénieurs, c'est les systèmes experts, c'est en fait, les réseaux de neurones. En fait, Marvin Minsky va proposer en fait, la première conception de ce que c'est un réseau de neurones, de ce que c'est en fait un perceptron. Alors par la suite, c'est la chute malgré qu'en 1997, il y avait la proposition en fait, de Deep Blue qui a pu en fait, vaincre Garry Kasparov en fait, dans un match d'échecs. Donc malgré en fait, cette réussite, mais en fait, cet échec, ce deuxième échec est dû au fait que l'intelligence artificielle, malgré qu'il a pu en fait, rivaliser en fait, dans un jeu, il y avait un problème de ce qu'on appelle un problème de scalabilité, un problème de passage à l'échec. On n'avait pas vraiment une intelligence qui est capable de prendre en considération des problèmes en grandeur nature, parce que en fait, les échecs, ce n'est pas vraiment un problème en grandeur nature, le nombre de combinaisons est vraiment très très limité. Alors par la suite, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et surtout en 2010, donc il y avait en fait l'émergence de ces technologies qu'on appelle les technologies cognitives, la proposition par IBM de Watson, et puis par la suite on a vu YouTube qui a pu en fait reconnaître un chat au niveau d'une séquence vidéo, et puis par la suite à la fin en 2016, on a pu en fait résoudre ce problème de scalabilité à travers ce qui a été fait par l'équipe Google, l'équipe britannique Google, qui s'appelle DeepMind, et qui a développé en fait une machine, je ne vais pas toucher la table, donc une machine qui s'appelle AlphaGo. Alors cette machine, donc, elle a été développée pour rivaliser l'humain sur un jeu très très compliqué. Donc si on parle d'AlphaGo, donc il n'a pas été pris en fait par hasard par cette équipe pour jouer, mais ça a été en fait pris et choisi pour une raison que je vais vous citer par la suite. Alors par exemple le jeu de Go, vous savez, donc c'est un jeu qui est très très compliqué. C'est un jeu dont le nombre de combinaisons est équivalent au supérieur au nombre d'atomes sur la planète. Et vous pouvez en fait imaginer un petit peu en termes de complexité qu'est-ce que ça donne. Et voilà, si on arrive à développer une machine, par exemple AlphaGo, qui est capable de rivaliser en fait l'humain, et ça a été fait en 2016, donc vous pouvez voir le documentaire sur cette machine, qui a gagné en fait le champion mondial en jeu de Go, c'est le chinois Li Sidok, bon je ne me rappelle pas en fait de nom. Et ce qui est constaté aujourd'hui, c'est que l'IA continue toujours en fait cette explosion, cette révolution. Au point que actuellement en fait les décideurs ou les politiciens ou les acteurs, donc ils commencent à se poser la question comment on peut un peu décélérer ou ralentir l'évolution de l'intelligence artificielle pour donner un peu le temps à ces gens de comprendre un petit peu la situation, de proposer en fait je sais pas, des lois qui sont compatibles avec ce qui se fait en intelligence artificielle, etc. Alors je vais partager avec vous en fait déjà, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver par la suite, est-ce nous allons continuer dans cette révolution ou bien nous allons en fait revivre un autre scénario de déclin de l'intelligence artificielle. Bon, on ne peut pas en fait être sûr sur ça, mais ce que je peux en fait partager avec vous, c'est l'ensemble des facteurs qui contribuent actuellement à cette accélération. Bon, il y a un ensemble de facteurs, alors pour gagner de temps, je ne vais pas trop m'attarder, mais il y a certains facteurs que vous connaissez déjà, en fait la puissance de calcul, et la rapidité en termes de calcul, c'est quelque chose qui évolue, donc éventuellement, en fait, les futuristes, ils disent que d'ici 2045, nous allons atteindre en fait, la singularité. Je veux dire, la puissance de calcul va être de l'ordre de 10 à la puissance 28 opérations par seconde. Ça, c'est l'équation en fait, de mort.
C'est celle qui permet en fait d'estimer un petit peu l'évolution de la capacité de calcul. Alors deuxième facteur, c'est un facteur que vous connaissez, a été partagé en fait depuis ce matin, c'est la data, la disponibilité de la data. Alors pour comprendre juste ce qui se passe, donc vous pouvez garder une minute de silence. Si vous allez voir donc quelle est la différence entre 2017 et 2018 en termes de données. Si on prend par exemple Netflix, il passe de 70 000 heures regardées en 2007 à 260 000 heures regardées. Donc c'est vraiment énorme. Donc ça c'est le deuxième facteur. Troisième facteur, c'est un facteur qui a été aussi évoqué tout à l'heure, c'est le développement de l'intelligence artificielle, pas seulement en fait du machine learning, parce que lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, c'est plusieurs domaines, c'est plusieurs concepts, c'est plusieurs disciplines. Donc il y avait les systèmes experts, les systèmes à base de connaissances, tout ce qui est NLP, j'en passe. Et c'est vrai qu'actuellement, en fait, tout ce qui est deep learning, machine learning, donc il a pris en fait le relais. Pourquoi? Parce qu'il y a cette disponibilité de données qui sont disponibles, pas forcément ici pour nous au Maroc, mais en principe pour ceux qui détiennent l'information. Ils ont cette capacité d'utiliser en fait la puissance de calcul de ces algorithmes pour pouvoir ressortir en fait ce qu'on appelle l'insight, la connaissance à partir de la data. Alors, le quatrième facteur, c'est un facteur dans lequel on contribue actuellement, les universitaires et bien sûr les professeurs, à travers le développement des compétences des ingénieurs. Donc on est en train de former bien sûr des ingénieurs. C'est vrai qu'il faut adapter encore les filières, il faut adapter les formations pour qu'ils soient mieux en fait centrés sur le besoin du marché. Mais si on regarde un petit peu les filières qui sont juste, par exemple, enseignées dans la région, donc vous allez constater que voilà, il y a pas mal de compétences qu'on est en train de développer qui vont permettre par la suite en fait d'accélérer cette évolution sur le marché. Alors le cinquième élément, c'est l'investissement. Vous savez que les venture capitalistes actuellement, ils se lancent sur les opportunités des startups, pas forcément au Maroc, encore une fois. Bon, vous avez d'après les études réalisées par exemple le Venture Scanner, donc vous avez un certain phénomène qui commence à se marquer au Maroc. Alors, sixième élément, donc c'est un élément qui est en relation avec l'acceptation de la technologie, surtout dans le modèle B2C, c'est-à-dire les applications qui sont développées actuellement par Google. Ils sont orientés à 100% intelligence artificielle avec la politique qui a été lancée dernièrement en 2017 par le CEO de Google, de s'orienter de la vision orientée mobile vers une vision orientée artificial intelligence, c'est-à-dire toutes les applications. Et ce qu'on remarque, c'est que le grand public, il accepte de donner, par exemple, comme ça a été dit tout à l'heure, de partager les données pour avoir des services. Donc il y a une acceptance ou une appréciation de ces technologies. Ce qui reste un peu peut-être problématique pour l'intelligence artificielle en termes de facteurs d'accélération, c'est le B2B. C'est-à-dire c'est le pourcentage d'entreprises qui vont adopter l'intelligence artificielle. C'est vraiment, en fait, d'après les statistiques réalisées par exemple, le cabinet McKinsey, ils disent qu'il n'y a que 20%, d'après le sondage qui a été fait sur les 1300 entreprises de Silicon Valley, etc., qui travaillent en fait sur la technologie, il n'y a que 20% en fait, de ces en fait, entreprises qui adoptent l'intelligence artificielle. 80%, donc ils sont un peu pas trop confiants, ou ils disent qu'ils vont adopter l'intelligence artificielle. Mais ça reste en fait un facteur de développement de l'intelligence artificielle, surtout avec le développement des solutions proposées par les acteurs dans les systèmes cognitifs, tels que par exemple IBM ou Watson. Il est prévu que d'ici par exemple quelques années, les outils cognitifs vont devenir vraiment l'équivalent de ce qu'on a vécu avec les outils d'érotique, tout simplement. Alors tout ce développement, d'après les prévisions, d'après les futuristes, ils disent que nous allons passer à travers 3 phases de développement de l'intelligence artificielle. Alors, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible. Tout ce qui a été fait, tous les algorithmes, toutes les propositions, c'est l'intelligence artificielle faible. Alors, c'est quoi l'intelligence artificielle faible? C'est tout simplement une phase dans laquelle, en fait, l'humain, il prend toujours le contrôle sur
sur la machine et sur l'algorithme. Et puis, on a vécu plusieurs applications, en commençant par exemple par un robot qui va fait travailler dans une sorte d'harmonie avec un humain pour, par exemple, réaliser une tâche répétitive, une tâche qui demande en fait de l'intelligence, mais d'une manière contrôlée. Et finalement, donc je reviens sur le problème que j'ai cité tout à l'heure, donc on a un peu commencé à toucher en fait la frontière de l'intelligence artificielle faible à travers ce qui a été fait par AlphaGo et le laboratoire DeepMind. C'est-à-dire qu'on a pu en fait répondre à cette problématique de passage à l'échelle et de scalabilité malgré en fait la difficulté des problèmes rencontrés par l'humanité. Alors la deuxième phase qu'on n'a pas encore atteint aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas malheureusement en fait d'application ou d'exemple à vous montrer, mais ce que je peux partager avec vous, déjà je vais expliquer qu'est-ce que en fait l'intelligence artificielle générale, la deuxième phase. Alors la deuxième phase, c'est une phase dans laquelle en fait l'intelligence artificielle va devenir au même niveau que l'intelligence humaine. C'est-à-dire lorsqu'on va développer ou pouvoir développer une machine, par exemple AlphaGo, qui est très très puissante dans le jeu Go, est-ce que actuellement cette machine est capable d'être appliquée directement dans un autre domaine? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut capitaliser sur l'expertise qu'on a développée dans un domaine et l'appliquer dans un autre domaine? Donc ça, on ne sait pas le faire. Et si on veut, par exemple, avoir un exemple sur ce qui peut se passer, si on essaie de faire ça, alors si on prend, par exemple, une machine qui est développée pour reconnaître, par exemple, des visages, des animaux, etc., et on essaie de l'appliquer dans un autre contexte, par exemple, la machine Deep Dream, qui est actuellement appliquée dans un autre contexte de visualisation artistique. Alors, Alors, voilà donc ce que cela va donner comme exemple. C'est-à-dire que la machine, donc, il ne va pas pouvoir identifier les visages, mais il va essayer de rapprocher la réalité à ce qu'il sait faire. D'accord? Donc, si on arrive un jour, en fait, à développer une machine qui est capable d'évoluer dans n'importe quel domaine, donc on sera en fait dans cette période. Alors je reviens en fait à la présentation. Alors la troisième phase concerne la superintelligence, c'est la dernière phase, et c'est une phase donc dans laquelle en fait l'intelligence artificielle va devenir beaucoup plus intelligente que l'humanité. Bon, vous avez des philosophes, des scientifiques donc, qui croient à ça. D'accord? Bon, malgré que cela n'est pas encore arrivé, mais vous avez des problèmes. Même si on est dans cette phase en fait, d'intelligence artificielle faible, on a constaté qu'il y a énormément de problèmes qui sont en relation avec le comportement éthique des agents autonomes. Donc je vais citer quelques exemples rapidement. Alors le premier exemple, c'est un exemple que vous connaissez, c'est la voiture en fait autonome qui va être confrontée à un dilemme de prise de décision. Est-ce qu'il doit prendre la décision d'écraser par exemple un enfant ou écraser la foule des gens? Bon, on ne sait pas comment la décision doit être prise, quel est le responsable, etc. Donc c'est pas... Il y a un exemple qui est encore beaucoup plus critique, et c'est un exemple qu'on a vu en fait, dans la guerre du Golfe et de l'Irak malheureusement, mais avec des drones contrôlés donc qui tirent sur des personnes, sur des civils, qui traversent par exemple un terrain opérationnel de guerre. Alors lorsqu'on va développer par exemple ce type de drone contrôlé ou non, est-ce qu'ils doivent prendre la décision, par exemple, de tirer sur des personnes qui bougent comme ça? Donc, quelle est la décision qui va être prise? Ça, c'est encore problématique. Alors, je vais prendre un exemple assez simple et sur lequel je vais travailler par la suite. C'est l'exemple de Line Personal Assistance. C'est en fait l'assistant personnel, un agent en fait autonome qui va vous assister, par exemple, dans la négociation, par exemple, de rendez-vous, dans la négociation, par exemple, de meeting, et que vous lui demandez, par exemple, de protéger la confidentialité de vos données, de vos disponibilités, mais pour appliquer, en fait, et pour assurer cette confidentialité, il va être amené à mentir aux agents, aux autres agents, aux autres... Donc ça, c'est un problème éthique. La frontière entre la confidentialité, comment je peux garder les données confidentielles et en même temps
donc négocier sans tomber dans des problèmes éthiques. Il y a un autre problème éthique donc, qui a été illustré d'après en fait, l'expérience de Google Duplex. C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte aujourd'hui, par exemple, d'entrer en communication, dans une expérience de communication avec un robot, et qu'on se rend compte par la suite, à la fin de la conversation, peut-être après 5 minutes, peut-être après plusieurs jours, peut-être après plusieurs années, que la personne voilà, donc, avec laquelle on a été en train de négocier, de parler, était un robot. Est-ce qu'on accepte ça? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la déception par le design, par la conception. Je dois être averti que je suis en train de parler avec un robot avant de se lancer dans une négociation. Bon. Alors ça veut dire qu'il y a actuellement énormément de questions qui sont ouvertes concernant le comportement éthique, comment on peut tirer en fait, plusieurs avantages de l'intelligence artificielle en minimisant bien sûr les risques, comment on peut être sûr que l'intelligence artificielle ne viole pas des lois, ne viole pas des normes, des valeurs, comment on peut s'assurer que les concepteurs qui ont développé les machines intelligentes sont responsables sur le comportement de ces machines, quelles sont les normes qu'on doit intégrer au niveau de ces machines, et une fois ces normes sont en conflit, comment on doit les résoudre. Alors, pour répondre à cette question, donc, je vais parler en fait de ce qu'on est en train de faire au niveau du laboratoire LIMEAR. C'est un laboratoire en fait à la faculté des sciences dans lequel j'ai des étudiants qui travaillent sur la problématique. Donc, déjà, la programmation par contrainte, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un paradigme de programmation parmi les concepts utilisés dans l'intelligence artificielle pour développer ou modéliser des problèmes et par la suite injecter ce modèle au niveau d'une machine qui va trouver la solution d'une manière autonome. Donc ce sont des formalismes, vous avez plusieurs formalismes de représentation de connaissances, donc qui vont permettre d'intégrer en fait, l'autonomie, l'intelligence et la confidentialité des agents, en les rendant vraiment très intelligents en termes de résolution, en termes d'optimisation. Bon, elle est applicable partout. Bon, peut-être que ce n'est pas l'occasion de parler de toutes les applications de la programmation par contrainte, surtout dans le domaine de l'industrie 4.0. Mais je vais vous donner en fait deux exemples. Un exemple académique de ce qu'on est en train de faire. Par exemple, là, vous avez un exemple. On a mis en place une plateforme qui s'appelle RoboShock. Donc, c'est une plateforme de programmation robotique multi-agents, c'est-à-dire les étudiants, ils ont la capacité, par exemple, de développer en fait des drones autonomes, capables de réaliser une mission d'une manière vraiment très autonome. Donc l'idée ici, c'est quoi? C'est de donner l'ordre à expliquer tout simplement à ces drones qu'est-ce qu'ils doivent faire. Par exemple, là, ils doivent se positionner dans l'espace 3D. Chaque drone, donc, il est autonome dans la prise de décision. Ils doivent prendre une action pour ne pas être en conflit par rapport aux autres drones. Bon, ça, c'est un exemple académique donc, qui nécessite une modélisation et un développement algorithmique. Alors, d'autres exemples concrets d'études de faisabilité qu'on a développées, par exemple, avec Thales, donc, qui ont exprimé, ça fait quelques années, en fait, un besoin en termes de remplacement d'un moteur de déploiement opérationnel sur un terrain de guerre. Donc l'opérateur, il doit aller sélectionner par exemple le terrain et demander en fait au système intelligent de faire un déploiement des unités de défense pour pouvoir protéger le terrain. Donc on a pu en fait proposer en fait une solution de calculateur qui permet de prendre en considération toutes les contraintes et puis de proposer un déploiement qui va maximiser en fait la couverture. Donc ça c'est parmi les projets. Alors bien sûr, la programmation par contrainte est continue dans le développement. Ce qu'on a constaté dernièrement, c'est qu'il y a des gens qui travaillent sur tout ce qui est confidentialité au niveau des agents. Et on a commencé donc, à voir, par exemple, des chercheurs qui sont en train de développer des agents qui sont capables de mentir. Par exemple, en 2006, il y avait la proposition de Distributed Forward Checking, may lie for privacy. Bon, j'étais un peu intrigué par la chose. Et puis il y avait en fait d'autres formalismes qui ont été proposés dans la matière qui permettent de garder toujours la confidentialité. On s'est dit voilà, donc on va essayer de faire un test, voir quel est l'impact du comportement éthique dans un environnement multi-agent. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de prendre 90 problèmes multi-agents, de
meeting scheduling, donc c'est de planification de réunions, avec 20 agents, et on a essayé d'injecter en fait un agent non éthique, c'est-à-dire un agent qui est capable de mentir. Alors on sait que les 90 agents sont les 90 problèmes sont des problèmes solvables, c'est-à-dire qu'ils admettent des solutions. Alors ce qu'on a constaté est le suivant. Donc on a constaté que 44% en fait des cas, ils tombent dans une boucle infinie, que 26% ils offrent des solutions qui sont incompatibles, que 17% de cas, donc il offre la deuxième solution, et qu'il y a parmi en fait les 100% des problèmes qui sont solvables, il n'y a que 12%, 13% des problèmes qui restent solvables. Donc ça c'est en fait l'impact du comportement non éthique dans un environnement multi-agent dans lequel on essaie de chercher par exemple une solution optimale, une solution qui convient à tout le monde. Alors on s'est dit, voilà, donc je vais aller trop vite pour ne pas s'attarder. Donc on a essayé en fait de travailler sur un formalisme de représentation de connaissances qui va nous permettre en fait d'intégrer à la conception un formalisme qui permet en fait de protéger les agents contre ce genre de comportement. Je vais zapper quelques... Alors dans la modélisation par contrainte, on s'intéresse à la représentation des problèmes sous forme de contraintes, et puis on a un réseau de contraintes dans lequel il y a plusieurs agents, et chaque agent il détient en fait des sous-problèmes qui est composé de variables, de contraintes, etc. Alors au départ en fait au niveau du formalisme il n'y avait que le système qui permet de définir le protocole de communication, simple. C'est-à-dire on suppose que tout le monde, dans un monde idéal, il n'y a pas de problème et on communique, voilà, en prenant argent comptant toute la communication qui va être échangée entre les agents. Alors ce qu'on a essayé d'introduire, en fait, c'est deux autres briques qui permettent de contrôler en fait, la communication en utilisant, oui je vais aller trop vite, en utilisant ce qu'on appelle le TMC. Alors le TMC c'est quoi en fait, ou le TMS, c'est quoi en fait? C'est un système qui s'appelle Truth Maintenance System, donc c'est un système de maintien de vérité et qui va permettre de transformer en fait toute la connaissance qui est échangée entre les agents, bon, en utilisant la logique et les systèmes à base de règles, etc. D'accord? Donc pour détecter premièrement l'inconsistance, détecter, expliquer en fait pourquoi il y a cette inconsistance, et puis par la suite maintenir le raisonnement par défaut. Alors, on a essayé de, encore une fois, faire quelques expérimentations. En fait, là, il y a le résultat. Alors, on a pris en fait une vingtaine de problèmes, donc avec plusieurs instances, et on a essayé de générer des problèmes aléatoires, des instances dans lesquelles on injecte par exemple un seul agent non éthique, d'autres problèmes dans lesquels on injecte 5 agents non éthiques. Voilà le résultat. Donc, qui explique un petit peu ce qui se passe. Donc, lorsque, par exemple, on a des problèmes simples à résoudre, dans lesquels il n'y a pas trop de densité, dans lesquels il n'y a pas trop de dureté, donc on arrive à détecter l'agent en fait non éthique rapidement lorsqu'il s'agit en fait de problèmes simples. Mais lorsque le problème devient en fait lorsque le problème est simple, on n'arrive pas à détecter en fait l'agent, mais lorsque le problème devient de plus en plus difficile, en termes de densité, en termes de dureté de contraintes à satisfaire, on peut détecter cet agent. D'accord? Donc voilà, donc je ne vais pas vraiment trop détailler, et ça reflète, on a trouvé que vraiment ça reflète un petit peu la réalité. Lorsqu'il y a beaucoup, par exemple, d'agents non éthiques dans un système, l'exemple ici, on a vraiment du mal à détecter. Là, par exemple, on n'arrive pas à le détecter. Là, en fait, le pourcentage, il est aussi... c'est pas du 100%. C'est-à-dire, parfois, en fait, les agents éthiques passent à côté sans pouvoir les détecter. Par la suite, donc, on est en train de voir comment on peut adopter des actions. D'accord? Comment on peut adopter des actions pour... Alors, je vais terminer par une conclusion. Alors, premièrement, en fait, la première conclusion qu'on a essayé en fait de déduire à partir de cette partie de recherche, c'est que au développement de l'IA, il faut toujours prévoir l'éthique à l'avance lors de la conception. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre donc par la suite, c'est-à-dire développer l'IA et puis par la suite penser à ce qu'on peut faire dans l'aspect éthique. C'est des choses qui doivent être développées en parallèle. L'IA doit être vérifiable. Lorsqu'on développe l'IA, on doit être sûr que l'IA, dans son cycle
d'exécution opérationnelle soit vraiment safe et sécurisé en termes d'impact sur l'humanité. Et puis finalement, donc la dernière conclusion, c'est que, comme je l'ai dit au départ, je n'allais pas apporter une vision holistique et globale sur ce problème de comportement éthique. Pour apporter en fait une vision globale, il faut une collaboration multidisciplinaire, pas seulement en fait de scientifiques qui travaillent sur l'IA, mais éventuellement des philosophes, des sociologues, d'autres disciplines, parce que la chose, modéliser le problème qu'on a confronté, modéliser les normes, modéliser la morale, modéliser les valeurs, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Et voilà, donc je tiens à vous remercier pour votre attention, voilà, sur cette patience.